Donc, je vais présenter quelques travaux que j'ai fait durant ma thèse sous la direction de Gilles Pagès au LPSM, donc Laboratoire de probabilité, statistique et modélisation à Sorbonne Université. Et donc sur les algorithmes adaptatifs de gradient Langevin pour l'optimisation stochastique et l'inférence bayésienne. Et donc je souhaiterais remercier Pierre-Louis Lyons et l'équipe du séminaire de mathématiques appliquées du Collège de France pour l'invitation. Donc, dans un premier temps, je présenterai le problème général où on se concentrera sur un problème général d'optimisation, puis des algorithmes qui permettent de résoudre ces problèmes d'optimisation dans un cadre général, en particulier la descente de gradient et la descente de gradient stochastique. Puis je présenterai ce sur quoi on s'est concentré, qui est les versions Langevin de ces algorithmes. Puis dans une première partie, je parlerai de la convergence des algorithmes adaptatifs de Langevin recuit simulé, et je donnerai quelques éléments techniques de preuve. Et puis dans une deuxième partie, je présenterai quelques problèmes en pratique d'optimisation à base d'apprentissage profond et de réseaux de neurones. Et les liens, et les apports des algorithmes de Langevin. Donc on va considérer un problème d'optimisation très général avec une fonction V définie sur RD. Donc ici on ne fait pas d'optimisation sous contrainte, on optimise V sur l'espace RD tout entier. Donc c'est une formulation générale avec des applications en mathématiques appliquées et même dans d'autres domaines appliqués, comme par exemple déterminer une allocation optimale de ressources pour minimiser des coûts de production, maximiser les gains le long d'une trajectoire contrôlée en temps par rapport à la stratégie qu'on choisit, ou encore minimiser l'erreur d'un modèle de régression ou de prédiction par rapport aux vraies données. Donc, je vais présenter plus précisément quelques-uns de ces problèmes. Donc, dans nos travaux, on avait surtout en tête la régression et les problèmes de régression par réseau de neurones. Donc, on va considérer des données, beaucoup de données UI et VI. Donc, ici, on choisit les notations U et V pour input-output parce que X et Y vont être pris pour autre chose. Et on veut trouver une formule, un lien entre les inputs et les outputs, donc trouver une certaine fonction phi, telle que pour tout i, phi de ui est à peu près égal à vi. Et donc ce qu'on fait en pratique, on ne cherche pas parmi toutes les fonctions possibles et imaginables, mais on cherche phi dans une famille paramétrée par un paramètre de dimension finie. Donc par exemple, une paramétrisation simple, c'est une paramétrisation affine ou linéaire, où on multiplie donc l'input par une matrice et on ajoute un vecteur offset pour le côté affine. Et donc les paramètres de cette famille, c'est tous les coefficients de la matrice ainsi que les coefficients du vecteur offset. Et donc une fois qu'on a cette paramétrisation, on peut écrire ce problème de régression comme un problème de minimisation, d'optimisation, où on veut minimiser l'erreur moyenne qui est commise entre nos prédictions, donc Px de ui, et les vraies données, le vrai output vi. Et on voit qu'on peut écrire ça comme un problème de minimisation sur notre paramètre x. Donc, plus précisément, ce qu'on considère souvent en pratique et qui marche bien pour approximer beaucoup de solutions dans des contextes assez différents, c'est les familles de réseaux de neurones qui ont eu un intérêt renouvelé depuis le papier de Sibenko et aussi plus récemment le papier AlexNet. Donc un réseau de neurones, de façon basique, c'est une fonction qui peut être en grande dimension, qui s'écrit comme une composition
de fonctions linéaires avec des fonctions non linéaires. Donc on part de l'input, on applique une fonction linéaire ou affine, donc produit avec une matrice plus un vecteur de biais. Puis on applique une fonction non linéaire choisie a priori par l'utilisateur. Puis on itère ça un certain nombre de fois, qui est le nombre de couches du réseau de neurones. Et donc on obtient une famille de fonctions où les paramètres, c'est tous les coefficients de toutes les matrices et des vecteurs offset qui apparaissent dans les couches, et les fonctions donc non linéaires, les non-linéarités qu'on choisit, c'est souvent des fonctions de type sigmoïde à gauche ou relu à droite. Donc on choisit a priori, donc il n'y a pas de paramètres ici. Okay, donc maintenant je vais présenter un autre problème d'optimisation, cette fois avec des variables aléatoires continues qui apparaissent en probabilité numérique, qui est ici le calcul de quantile. Donc on a une variable aléatoire grand Z, et on veut calculer le quantile Q alpha, le quantile d'ordre alpha Q alpha. Donc il existe plusieurs méthodes pour cela, et une méthode, c'est d'écrire ça comme un problème d'optimisation, où on a la caractérisation du quantile comme solution d'un problème de minimisation, qui minimise l'espérance par rapport à la variable grand X, à la variable grand Z, de X plus partie positive de Z moins X sur 1 moins alpha. Et enfin, je donne un dernier exemple, peut-être un peu plus élaboré et un peu moins immédiat, qui est le contrôle, et en particulier le contrôle stochastique, donc, où on a un processus en temps YT qui suit une équation différentielle. Et dans cette équation différentielle, on va ajouter un terme, un mouvement brownien, donc YT, WT, pardon, qui correspond à un terme de bruit. Donc on a une partie aléatoire dans l'équation différentielle. Donc on a un processus de bruit blanc. Et cette partie, cette équation différentielle, on peut la contrôler, du moins en partie, par un contrôle U de t, petit U de t choisi par l'utilisateur, et il est choisi de façon à minimiser une certaine fonction de coût J de U, donc, qui dépend, une fonction qui va dépendre avec une partie donc, de la trajectoire de YT et de Y grand T au temps final. Et donc on veut chercher donc un contrôle U de t qui va minimiser ça. Donc on a il y a plusieurs méthodes qui existent, mais il y a aussi une méthode par réseau de neurones, une méthode paramétrique où on paramétrise notre contrôle U, on l'écrit comme un réseau de neurones qui dépend de la position actuelle YT du processus. Et donc ce réseau de neurones est paramétré par un paramètre de dimension finie, et donc on a un problème sur un paramètre de dimension finie. J'ai présenté des exemples, bon, il pourrait y en avoir encore d'autres, de problèmes d'optimisation assez généraux dans des contextes différents. Et il existe du moins un algorithme ou des algorithmes qui permettent de résoudre ces problèmes dans des cadres très généraux, qui s'appliquent à beaucoup de cadres différents, qui sont des algorithmes de descente de gradient et de descente de gradient stochastique. Donc la descente de gradient, si on suppose que notre fonction V, notre potentiel est différenciable, alors descente de gradient consiste donc on commence à un point X, et à chaque itération on calcule le gradient, et on descend le long de ce gradient. Donc l'itération s'écrit xn plus 1 égale xn moins gamma n plus 1 gradient de v de xn, où gamma n ce sont une suite de pas, dit pas d'apprentissage qui est choisi a priori par l'utilisateur. Donc ici on a une illustration de la descente de gradient sur un potentiel v, où on voit qu'à chaque étape on descend le long du gradient et on descend la valeur du potentiel. Et c'est un algorithme greedy ou glouton, où on se concentre sur des améliorations locales
autour de notre point actuel xn du potentiel V à chaque itération. Donc ici, c'est une illustration pour la minimisation d'un potentiel V en 2 dimensions avec par des algorithmes de descente de gradient et des variantes de ces algorithmes. Et le problème de la descente de gradient, c'est qu'en pratique, ce n'est pas toujours possible de calculer le gradient exact à chaque itération, ou alors ça prend trop de temps, et on va avoir besoin d'approximation de ce gradient. Donc par exemple, en big data, dans les problèmes de régression qu'on a vus, on écrit V comme une moyenne d'erreurs, où chaque erreur, chaque petite fonction VI, enfin, chaque fonction VI correspond à une donnée, et donc si on a beaucoup de données, à chaque itération, on doit calculer une somme avec beaucoup de termes, donc ça prend beaucoup de temps. Ensuite, on a vu les applications, par exemple le calcul de quantile, où V peut s'écrire comme une espérance contre une variable aléatoire Z par rapport à un paramètre petit x, et on n'a pas toujours de formule fermée pour calculer cette espérance, et encore moins pour calculer son gradient. Et donc, pour avoir des formules compactes, on peut remarquer que dans le premier cas où on a une somme discrète, en fait, on peut également l'écrire comme une espérance, où on prend la variable aléatoire Z comme une variable aléatoire discrète sur l'ensemble des entiers de 1 à grand N. Donc on écrit notre potentiel sous la forme d'une espérance à paramètres. Et donc l'algorithme de descente de gradient stochastique, SGD, consiste à estimer donc, la vraie valeur du gradient par une valeur obtenue par un échantillon de la variable aléatoire Z, donc par le gradient de petit v de xn et Zn plus 1. Donc voilà, on approxime le gradient par un échantillon. Bon, il existe beaucoup de variantes de cet algorithme, en particulier la version mini-batch, où on approxime le gradient non pas par un échantillon à chaque fois, mais par un nombre grand M d'échantillons qui est ni trop grand ni trop petit, de façon à avoir une idée un peu plus précise du gradient, mais sans non plus prendre toute la base de données. Donc on fait une moyenne, on approxime le gradient par une moyenne sur un nombre grand M d'échantillons de Z. Et les algorithmes stochastiques ont été introduits par Robbins et Monroe en 1951. Et on a aussi le lemme de Robbins-Sigmund, 1971, qui donne des garanties de convergence de cet algorithme sous certaines hypothèses. Et donc on s'est intéressé, nous, plus particulièrement aux variantes de cet algorithme à base de l'équation de Langevin. Donc le problème de la descente de gradient, c'est que c'est un algorithme glouton, greedy, qui peut être piégé, être bloqué dans des minima locaux qui ne sont pas le vrai minimum de la fonction V, en particulier si la fonction V n'est pas convexe. Là, on a une illustration de ces cas-là. Et ce qu'on peut faire, c'est on ajoute du bruit, donc on randomise notre algorithme de façon à pouvoir échapper à ces pièges et à améliorer la capacité d'exploration de notre algorithme. Donc on reprend l'algorithme SGD où ici V-tilde, donc c'est soit le gradient exact, soit une version approchée du gradient, et on ajoute un bruit gaussien par une variable xi à chaque itération de l'algorithme. Et donc la différence avec le bruit provenant de l'approximation du gradient, c'est qu'on a un bruit qui est exogène, qui peut être adaptatif comme on va le voir plus tard, et qui scale en racine de gamma par rapport à gamma, où gamma est le pas d'apprentissage.
Et donc ces algorithmes s'appellent le SGLD, Stochastic Gradient Langevin Dynamics, a été introduit par Wheeling et T, et en fait il est inspiré de l'analyse stochastique et de l'équation de Langevin. Donc, ici on prend dxs égale moins gradient v de xs ds plus sigma dws, où ws c'est un mouvement brownien donc à accroissement gaussien. Donc sigma est un petit paramètre strictement positif. Et ce qui est intéressant, cette équation, c'est que c'est une mesure, c'est qu'elle est ergodique et qu'elle a une mesure invariante. Sa mesure invariante, c'est la mesure de Gibbs qui a une densité proportionnelle à exponentielle moins 2 v de x sur sigma carré. Et cette mesure, si on prend un paramètre sigma petit, alors la mesure de Gibbs va se concentrer sur argmin de V, sur les points de minimum de V. Donc si on résout l'équation de Langevin en temps long, au moins de façon approchée, alors on obtient une approximation de sa mesure invariante, et on a alors une approximation de argmin de V, des points de minimum de V. Donc ici je donne une illustration pour illustrer mes propos. Donc, on considère un potentiel V en rouge et la mesure de Gibbs associée avec sigma égale 1, sigma égale 0,4 et sigma égale 0,15. On voit que la mesure va se concentrer dans les points de minimum de V. Et donc jusqu'à présent, j'ai parlé beaucoup des problèmes d'optimisation. Je vais parler un peu du lien avec l'inférence bayésienne. Car en fait, cet algorithme SGLD a été introduit en premier lieu dans un cadre bayésien par Wheeling et T, donc, où on veut échantillonner par rapport à une certaine mesure de probabilité. Par exemple, en big data, où on a beaucoup de données, on a des observations UI, et on se donne aussi un modèle sur ces observations. Donc, suppose que la densité de ces observations, connaissant le paramètre, est P de U sachant X, et donc on veut en déduire une loi sur notre paramètre X, et donc pouvoir simuler échantillonner suivant cette loi. Et donc par la formule de Bayes, on n'a que la densité de X sachant les observations. Donc on veut retrouver quel est le paramètre qui a donné ces observations. Ça a une densité qui est proportionnelle au produit des densités des observations sachant X. Et donc on peut l'écrire comme exponentielle moins V de X, comme une mesure de Gibbs, où V de X c'est moins la somme des logarithmes des densités de probabilité. Et donc cette mesure de Gibbs est mesure invariante de l'équation de Langevin associée, où on prend sigma égale racine de 2 pour normaliser. Et l'idée d'utiliser le calcul stochastique et les EDS, les équations différentielles stochastiques, pour échantillonner par rapport à une certaine mesure de probabilité, a été introduite entre autres par Lamberton et Pages, où ils considèrent une EDS générale dxt égale b de xt dt plus sigma dwt, où xt est donc une EDS ergodique, et donc on peut avoir une approximation de la mesure invariante de cette EDS en considérant donc le schéma d'Euler xt bar ou xn bar, qui est le schéma d'Euler-Maruyama, où on approxime l'équation par son schéma discret sur une grille discrète. Et puis on obtient une approximation, une estimation de la mesure invariante en faisant la moyenne pondérée des sommes de Dirac des points xn bar qui sont obtenus au cours de l'algorithme. Donc maintenant on revient à notre problème d'optimisation avec l'équation de Langevin en particulier. Donc on a vu qu'on peut prendre sigma petit pour avoir une mesure invariante qui se concentre
dans les points, une mesure de Gibbs qui se concentre dans les points de minimum. Mais une autre façon, c'est de faire deux choses en même temps. On fait décroître notre bruit gaussien vers 0 en même temps qu'on itère l'algorithme. Donc ce qu'on fait, on reprend notre algorithme et on ajoute un coefficient A de t devant le bruit gaussien et on fait tendre ce bruit vers 0, on fait tendre ce coefficient A de t vers 0. Et donc la version continue de l'équation, c'est l'équation Langevin simulated annealing, donc Langevin recuit simulé, qui cette fois c'est une équation donc Markov mais non homogène à cause du coefficient A de t qui dépend du temps. Donc c'est plus une équation ergodique à proprement parler, mais on peut toujours considérer sa mesure invariante instantanée, qui est la mesure invariante, qui serait la mesure invariante de l'équation si on prend le coefficient A de t gelé, et donc qui est toujours la mesure de Gibbs qu'on a vue précédemment. Et l'intérêt de cette équation, c'est que cette mesure de Gibbs, cette mesure invariante instantanée, elle tend elle-même vers argmin de V au cours de l'algorithme. Et donc en fait, cette équation de Langevin recuit simulé est bien connue depuis longtemps. Et il est aussi connu que si on prend A de t, le schedule A de t en 1 sur racine log t, alors on a convergence vers argmin de V en général. Et on a aussi un papier Gelfand-Emitter qui garantit la convergence de l'algorithme discret associé. Donc on a la convergence de l'EDS continu ainsi que de l'algorithme discret. Donc ici, je vais présenter quelques idées de preuve assez rapidement, car on peut en fait résumer l'idée de preuve de convergence, donc ici pour l'EDS continu. Donc ça consiste à considérer la distance de Kullback-Leibler entre le processus xt et sa mesure invariante instantanée, qui peut s'écrire comme l'intégrale du logarithme de xt, donc de la densité de xt sur la densité de la mesure de Gibbs, fois la densité de xt. Et donc la densité de la mesure de Gibbs, on la connaît, c'est donné par exponentielle moins quelque chose. Et la densité de xt, bon, on ne la connaît pas explicitement, mais on a, comme xt suit une EDS, on a l'équation de Fokker-Planck associée qui nous donne une EDP vérifiée par cette densité. Et donc, si on dérive donc, la distance de Kullback-Leibler qu'on appelle J de t, J-rond de t, par rapport au temps, on peut appliquer l'équation de Fokker-Planck, puis on fait une intégration par partie et on applique des inégalités de log Sobolev pour avoir une borne sur dg sur dt et avoir, on obtient la convergence de jt de la distance de Kullback-Leibler vers 0. Voilà, donc là c'est l'idée de la preuve générale et nous on s'est intéressé plus particulièrement au cas dit adaptatif ou encore multiplicatif, car si on ajoute un bruit gaussien, en fait, les variables normales elles sont homogènes et isotropes, et ce n'est pas toujours adapté à notre potentiel V, qui peut varier beaucoup suivant les différentes directions ou suivant la position. Et ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va multiplier Wt par une gaussienne qui dépend de la position actuelle de l'algorithme, sigma de xt. Et en fait, ces algorithmes, donc comme j'en parlerai dans une seconde partie, sont utilisés en pratique en machine learning, beaucoup utilisés, mais sans garantie de convergence, sans fondement, avec un manque de fondement théorique. Et donc nous, ce qu'on va considérer, c'est l'équation suivante. Bon, il y a beaucoup de données, mais ce qu'il faut voir surtout, donc on a le bruit ici, donc avec le mouvement brownien.
qu'on multiplie par sigma de yt, donc par une matrice adaptative. Et on a aussi le schedule A de t qui va tendre vers 0. On retrouve la descente de gradient, là cette fois qu'on multiplie par sigma fois transposé de sigma. Et on a un gros terme ici. En fait, c'est un terme de correction qui apparaît dans l'équation et qui dépend des dérivées spatiales de sigma, et donc qui est nul si sigma est constant. Et donc ce terme de correction, pourquoi on a besoin de l'ajouter? C'est parce que on l'ajoute de façon à ce que la mesure de Gibbs qu'on a vue précédemment soit toujours mesure invariante de cette équation. Oui. Donc, nos objectifs ont été de montrer la convergence de ces algorithmes adaptatifs, donc où le coefficient de diffusion devant le brownien n'est pas constant et dépend de la position. Donc cette fois, on utilise des méthodes différentes, on n'utilise plus Kullback-Leibler. Et on l'a montré en particulier pour les distances, donc une convergence faible pour les distances de Wasserstein 1 et de la variation totale. En fait, plus précisément, on découpe le problème de la façon suivante. Donc pour une distance grand D qui est soit Wasserstein, soit la variation totale, on écrit la distance entre yt et la mesure cible, donc nu star, où la mesure cible est donc une mesure supportée par argmin de V et qui est la mesure limite des mesures de Gibbs. Donc on découpe entre la distance entre yt et sa mesure invariante instantanée, qui est un problème plutôt dynamique qui dépend du processus yt. Et on ajoute, donc dans l'inégalité triangulaire, on a aussi la distance entre la mesure invariante instantanée et la mesure limite nu star, donc qui est un problème ici plutôt statique, et qui, donc en fait, ça se ramène à la vitesse de convergence des mesures de Gibbs vers leur mesure limite, et qui est, en fait, on a des bornes qui sont déjà connues depuis longtemps là-dessus, et donc j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc dans une deuxième partie, on montre les intérêts de ces algorithmes de Langevin, l'intérêt d'ajouter du bruit gaussien, où on va comparer les résultats des algorithmes donc avec ou sans bruit gaussien, ou encore un mix des deux, sur des problèmes en apprentissage machine et en apprentissage profond avec des réseaux de neurones. Donc là, on va s'intéresser à la convergence des algorithmes de Langevin avec bruit multiplicatif. Donc là, je donne nos références. Donc on a deux papiers. En fait, on a fait séparément Wasserstein 1 et la variation totale, même si le deuxième est beaucoup plus court. Donc on reprend notre équation d'intérêt sur le processus qu'on note yt. Et donc on a toujours la mesure de Gibbs, la mesure invariante instantanée, et on note nu star, sa mesure limite, qui est en général supportée par argmin de V. Et donc je vais ici donner quelques éléments techniques de preuve. Donc on prouve, l'objectif c'est de prouver la convergence de yt vers nu star. Et donc on considère donc la distance de Wasserstein 1 et la variation totale. Pourquoi on considère ces distances-là? C'est parce que on peut les écrire comme des erreurs faibles, donc des différences entre deux espérances par rapport à une classe de fonctions test. Donc la classe de fonctions test, c'est soit Lipschitz pour Wasserstein 1, soit mesurable borné pour la variation totale. Et les hypothèses importantes qu'on fait, entre autres, c'est qu'on suppose que V est strictement convexe en dehors d'un certain ensemble compact. Donc ici, on ne suppose pas que V
V elle-même soit convexe. On ne fait pas de l'analyse convexe, et au contraire, on suppose qu'on a un ensemble compact avec toutes les propriétés intéressantes de V, en particulier des points sel, des minima locaux ou globaux. Voilà, on peut avoir des choses assez compliquées. Et en dehors de ce potentiel, on a comme une force de rappel qui va nous ramener, enfin en dehors de ce compact, on a comme une force de rappel qui va nous ramener vers cet ensemble compact. Et on suppose aussi que sigma est elliptique, donc la matrice adaptative est elliptique, ce qui va nous permettre d'utiliser des propriétés d'ergodicité de l'EDS. Et donc en fait, on s'appuie notamment dans la preuve sur la stratégie dite stratégie domino, qui avait été utilisée notamment. Donc, en fait, on s'inspire d'un article de Pagès et Panlou qui, eux, étudient la convergence donc pour une EDS générale, donc plus forcément du Langevin, pour une EDS ergodique dxt égale b de xt dt plus sigma de xt dwt, avec une mesure invariante nu star. Donc, dans ce papier, il regarde la convergence du schéma de l'air associé vers la mesure invariante. Et donc pour ce faire, j'utilise la stratégie domino qui consiste à écrire donc une erreur faible, donc une différence entre deux espérances contre une fonction test. Donc on découpe l'intervalle du début jusqu'à la fin, l'intervalle de temps, en petits intervalles de taille gamma k. Et on considère donc des processus qui ont le même noyau avant et après l'intervalle et qui ont des noyaux différents sur le petit intervalle. Donc on fait ça pour chaque petit intervalle et par somme télescopique, on somme toutes les erreurs. Et donc on a deux types de termes dans cette somme. Donc on a si k est grand, donc on est plutôt à la fin, le petit intervalle est plutôt à la fin du grand intervalle, donc on commet l'erreur vers à la fin du grand intervalle. Et donc on va utiliser des bornes en temps court, des bornes d'erreur en temps court sur les EDS, qui sont assez classiques. Et si k est petit, donc on a l'intervalle plutôt au début du grand intervalle de temps. Donc on commet l'erreur plutôt au début, mais on a des propriétés ergodiques de l'EDS qui vont nous ramener à la fin plutôt plus ou moins vers la même chose. Si on fait si on applique le noyau sur un temps suffisamment long. Et un problème, nous, qu'on a eu dans notre cas particulier, dans notre équation, c'est qu'elle n'est pas ergodique à proprement parler. Surtout, elle n'est pas elliptique parce qu'on a un paramètre A de t devant sigma qui tend vers 0, donc l'ellipticité tend vers 0. Et donc, on est obligé de retravailler toutes les bornes d'ergodicité en fonction de ce paramètre petit a, donc c'est-à-dire on considère une EDS ergodique où on écrit explicitement, on met explicitement un petit a devant la diffusion. On suppose aussi qu'on a un potentiel qui est strictement convexe en dehors d'un compact. Et donc on a des bornes et on obtient donc ces bornes suivantes, ces bornes donc de contraction ergodique sur xt et sa mesure invariante, enfin la mesure invariante associée, donc ça va converger en vitesse exponentielle où le taux, donc ρ, va dépendre de a et dépend lui-même en exponentielle moins c sur a carré. Donc ce taux, cette vitesse, ce taux de convergence tend lui-même vers 0, quand a tend vers 0. Et donc une fois qu'on a ces résultats, on va utiliser ces bornes d'ergodicité sur une EDS, donc sur un processus xt associé à un processus auxiliaire qui est pareil que yt, sauf qu'on le considère donc par plateau, donc sur des plateaux de temps
grand Tn plus 1, et sur chaque plateau, on fixe, on gèle le coefficient A de façon à pouvoir utiliser la borne ergodique sur chaque plateau. Donc on utilise voilà, la borne qu'on a eue précédemment où on fait apparaître donc voilà, ce terme exponentiel, donc conditionnellement à la valeur au début du plateau grand Tn, on obtient donc cette borne à la fin du plateau à temps grand Tn plus 1. Donc on a fait ça, voilà, on a parcouru un temps grand Tn plus 1 moins grand Tn. Puis donc là on a quelque chose, bon, on a du Wasserstein conditionnel, mais en fait ça ne change pas beaucoup des espérances conditionnelles. Et donc on itère ces espérances conditionnelles et on obtient une relation de récurrence donc sur voilà, la distance à la mesure invariante associée à la fin du plateau par rapport à celle au plateau précédent. Et donc on itère cette relation de récurrence que je réécris ici. Donc ici on a une illustration donc de A de t, donc en 1 sur racine log t, dans le cas continu, donc non plateau, et dans le cas par plateau, donc sur les plateaux Tn plus 1, Tn plus 1. Et en fait, cette convergence, elle est contrôlée donc, par ce terme mu-n, et en particulier ici par exponentielle moins ρ à n fois Tn moins 1. Et donc, si on prend donc, des Tn, des intervalles grand Tn en taille, de taille polynomiale, donc de plus en plus grand, alors on voit ici pour que ce mu-n puisse converger vers 0, on est obligé de prendre, donc, en ayant l'expression ici de ρ de an, on est obligé de prendre an en 1 sur racine log Tn. Donc on retrouve le même schedule que pour le cas langevin classique. Et on obtient alors la convergence de xt vers sa mesure invariante instantanée. Donc on a la convergence voilà, xt vers la mesure invariante instantanée. Et maintenant, si on veut la convergence de xt vers la mesure cible nu star, alors dans ce cas, dans l'inégalité triangulaire, donc il faut regarder voilà, le terme, donc la distance de la mesure invariante instantanée vers sa mesure limite. Et bon, ça, j'y reviendrai plus tard, mais on a déjà des bornes assez connues. Et maintenant, donc, on a la convergence. Donc, on a montré la convergence du processus xt, du processus auxiliaire par plateau. Et on veut la convergence de notre processus d'intérêt yt, où a de t décroît continuellement. Et c'est là qu'on utilise la stratégie domino, où on regarde l'erreur commise entre yt et xt à cause de la discrétisation, du fait que A soit par plateau. Et bon, je ne vais pas détailler, c'est un peu technique, mais il faut juste voilà, séparer notre somme domino entre deux termes voilà, pour K petit ou pour K grand, et voilà, appliquer donc, soit des bornes ici ergodiques, nos bornes ergoniques, soit des bornes en temps court sur les EDS. Donc bon, je passe. Donc voilà, donc on obtient aussi une relation de récurrence, une borne en appliquant sur chaque plateau grand Tn plus 1, grand Tn plus 1. Bon, je passe les détails techniques. Et on obtient alors voilà, une borne on obtient la convergence de yt vers sa mesure invariante instantanée et donc aussi vers la mesure cible. Donc, aussi dans le papier, on s'est intéressé à la convergence de l'algorithme discret y bar, qui est l'algorithme d'Euler ou Euler-Maruyama. Et en particulier, on s'est intéressé à ajouter un terme ici qui correspond au terme de gradient stochastique, donc au bruit venant de l'approximation du gradient, qui est d'espérance nulle, et donc peut s'écrire comme des accroissements de martingale.
Et bon, je ne vais pas détailler techniquement, mais la preuve est plus ou moins la même. On utilise une stratégie domino entre Y bar et YT, donc entre le processus continu et le processus discrétisé. Et on obtient plus ou moins les mêmes résultats. Voilà. Et donc je vais parler de la... Donc là, jusqu'à présent, j'ai parlé de la variation du cas de Wasserstein 1, la distance Wasserstein 1. Mais on a... Et donc pour le cas de la variation totale, donc les preuves sont plus ou moins les mêmes, puisque on peut aussi écrire la variation totale comme une erreur faible. Mais en fait, la différence principale, c'est sur les bornes en temps court. Parce que si on a deux processus xt et yt, alors on peut avoir une borne entre f de x moins f de y si x est proche de y, et si la fonction f est Lipschitz. Mais si la fonction f est seulement mesurable bornée, alors on n'a pas de borne sur f de x moins f de y. Et on a en fait besoin de propriétés de régularisation de l'EDS. Et en fait, on donne même plus généralement des bornes en temps court sur les EDS, donc sur une EDS entre deux EDS générales, donc c'est plus forcément du Langevin, donc qui commence au même point. Le coefficient de diffusion est le même à temps zéro. Et on obtient des bornes en racine de t sur la variation totale quand t tend vers 0, enfin racine de t fois un facteur qui est quasiment logarithmique. Donc on a quasiment une vitesse racine de t. Et en fait, dans ce résultat, on utilise plus précisément un résultat encore plus général. Donc c'est plus forcément sur des EDS, c'est sur des vecteurs aléatoires généraux grand Z1 et grand Z2, où on prouve qu'en fait on peut borner la variation totale par la distance de Wasserstein, donc ce qui est assez remarquable, mais à condition que Z1 et Z2 aient des densités et que ces densités soient suffisamment régulières, donc qu'on ait des propriétés de régularité. Donc voilà, donc bon, je ferme cette digression, et maintenant je vais m'attaquer au problème donc plutôt statique qui est la vitesse de convergence de la mesure invariante instantanée vers sa mesure limite, donc la convergence des mesures de Gibbs vers leur mesure limite quand le paramètre A tend vers 0. Donc en fait, on a des bornes qui sont déjà bien connues si on suppose que V, que argmin de V est fini, et donc un nombre, donc les points de minimum c'est les xi étoiles, et que la matrice Sienne de V, donc en fait le gradient en les xi étoiles est égal à 0 puisque ce sont des minimums, mais on suppose que la Sienne, elle, est définie positive. Enfin, on sait déjà qu'elle est positive puisqu'on a des minimums, mais on suppose de plus qu'elle est définie positive. Alors sous cette condition, la mesure limite s'écrit comme donc, une somme de Dirac en les points xi étoiles, qui est pondérée par 1 sur racine du déterminant de la matrice Sienne. Le problème, c'est que si la matrice Sienne n'est pas définie positive en ces points, donc on voit que ce déterminant, ça va exploser. Et donc on regarde les taux de convergence dans ce cas-là, des cas qu'on appelle dégénérés, avec minimum dégénéré. Et il n'y avait pas beaucoup de fondements théoriques là-dessus. Mais ce cas-là n'est pas seulement d'intérêt théorique, parce qu'on a aussi des cas en pratique où ces minimums dégénérés apparaissent. Par exemple, si on prend un problème d'apprentissage avec un réseau de neurones qui est surparamétré, alors à la fin de l'apprentissage, donc si on regarde les valeurs propres, on a des valeurs propres. Enfin, ici, on a un gap et on a des valeurs propres qui sont à 0, enfin, modulo l'erreur numérique. Donc voilà, donc c'est un problème aussi qui apparaît en pratique.
Et donc, ce qu'on fait, bon, je ne vais pas donner tous les détails techniques, mais en fait, on regarde l'ensemble où la matrice hessienne de V, donc on suppose toujours que argmin de V est fini, même pour simplifier, bon, j'ai écrit les résultats que V, argmin de V, c'est seulement un point x étoile. Donc on regarde l'espace où la matrice hessienne s'annule, puis récursivement, on va considérer les espaces où la matrice dérivée, le tenseur dérivé d'ordre 4 s'annule. Donc voilà, on découpe petit à petit l'espace RD en sous-espaces vectoriels, et sur chaque espace, on obtient une vitesse de convergence qui est en 1 sur... c'est 1 sur A puissance 1 sur J, donc, où 2J est l'ordre de la matrice 2J est l'ordre du tenseur dérivé d'ordre pair qu'on considère. Et donc on obtient un théorème, donc modulo un changement de base, on obtient un théorème central limite vers une certaine variable aléatoire dont on peut caractériser la loi. Et bon c'est un peu, donc je ne vais pas détailler les détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que donc l'ordre de convergence globale est donné par la vitesse donc la plus lente sur l'espace le plus lent, et qui est donc en A, dans la vitesse de convergence, c'est A puissance 1 sur J, donc où 2J, donc c'est l'ordre de dégénérescence maximale. Et donc maintenant, je vais donner quelques exemples d'applications et montrer l'intérêt de ces algorithmes de Langevin à des problèmes pratiques. En fait, ce que les praticiens font, c'est qu'ils considèrent donc SGD, la descente de gradient, et aussi ce qu'on va appeler ici les descentes de gradient préconditionnées. On considère donc une matrice PN, donc qui est updatée au cours des itérations de l'algorithme. Et donc ici, je vais prendre θ, ici, je vais changer les notations un petit peu. Donc θ, c'est le paramètre, et petit g, c'est le gradient. Et si on prend P égale l'identité, on a la descente de gradient. Et donc ici, il multiplie cette descente de gradient par la matrice P qui est de préconditionnement. Et comme on est en grande dimension, cette matrice P est souvent une matrice diagonale. Et donc la version correspondante Langevin consiste juste à ajouter le bruit gaussien qu'on scale en racine de P, donc racine de la matrice. Donc des fois on doit calculer la racine d'une matrice diagonale, mais si c'est une matrice, la racine d'une matrice, mais si c'est une matrice diagonale, c'est pas un problème. Et donc l'intérêt en fait de ces algorithmes préconditionnés, c'est qu'on adapte le pas de la descente de gradient dimension par dimension. Donc dans chaque direction, on adapte le pas de la descente. Et donc là, ici, je donne quelques exemples d'algorithmes utilisés en pratique, comme ADAM, MRSprop et ADA-Delta. Donc bon, il y a beaucoup d'informations, ce n'est pas la peine de tout lire, mais il faut remarquer que l'update, la descente de gradient, se fait avec une matrice, modulo une matrice PN qui est updatée au cours de l'algorithme. Et donc nous, on s'est intéressé à des problèmes d'apprentissage très profonds, donc ici en particulier à de la classification d'images, où en fait dans ce cas-là, on a besoin de mettre beaucoup de couches dans le réseau de neurones. Enfin, on a des meilleures propriétés si on met plus de couches, mais le problème, c'est que pour entraîner ces réseaux de neurones, à la fin, si on les a entraînés, ils marchent bien. Sauf que pour les entraîner, c'est plus compliqué, et en général, SGD, la descente de gradient, ne marche pas directement parce qu'on a un potentiel, un paysage très compliqué avec beaucoup de non-linéarité, des minima locaux, etc. Et
Et on a des articles qui disent voilà, que dans ces cas-là, le bruit, l'ajout de bruit et de randomisation peut améliorer la descente de gradient. Donc, ce qu'on fait, c'est on compare donc côte à côte les algorithmes Langevin, enfin les algorithmes préconditionnés avec leur version Langevin, donc avec ou sans bruit gaussien. Ici, sur des problèmes de classification d'images classiques sur dataset MNIST et CIFAR. Et on va augmenter progressivement la profondeur du réseau de neurones. Donc ici, on a beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on compare voilà, MRS propre avec Langevin MRS propre, donc L MRS propre, et Adam avec Langevin Adam. Et de haut en bas, on augmente la profondeur du réseau de neurones. Donc au début, en fait, on ne fait que bruiter la descente de gradient, mais plus le réseau est profond, et on voit plus on gagne en utilisant Langevin plutôt que sans Langevin. Et plus le réseau est profond, et plus les bénéfices de Langevin sont importants. Et donc, voilà, basé sur cette idée, l'idée que plus le réseau est profond, plus on a un paysage compliqué avec beaucoup de non-linéarité. En fait, c'est surtout les couches les plus profondes qui sont le plus non-linéaires et le plus compliquées à optimiser. Et donc, on introduit l'algorithme de Langevin par couche, layer Langevin, qui consiste, donc c'est pareil que Langevin, sauf qu'on applique notre bruit gaussien seulement sur certaines couches, sur certains paramètres du réseau, et pas sur d'autres. Donc c'est un algorithme un peu hybride entre Langevin et non Langevin. Et en pratique, on applique Langevin donc, sur les couches les plus profondes, et pas de bruit gaussien sur les couches superficielles. Et donc on peut faire le lien avec, un peu vaguement avec les diffusions de Langevin hypoelliptiques, parce qu'on a de l'ellipticité, mais seulement le long de certaines directions. Et donc si je donne un exemple, toujours sur la classification d'images, où on compare Adam avec Langevin Adam, et avec LL, donc layer Langevin. Et on voit en fait qu'en utilisant ces méthodes hybrides, on peut améliorer l'entraînement du réseau de neurones par rapport à l'algorithme Adam, mais aussi par rapport à l'algorithme Langevin Adam, donc ce qui est intéressant. Donc en fait, on a un trade-off entre le bruit qu'on ajoute et la capacité d'exploration de l'algorithme. Et en particulier, donc là c'était un peu sur des exemples joués, mais on a aussi regardé sur des exemples pratiques où donc les praticiens en fait ils ont ce problème de descente de gradient, de potentiel compliqué à optimiser était déjà bien connu. Et ce qu'ils font les praticiens, c'est qu'ils ajoutent donc des connexions résiduelles au réseau de neurones. Donc en fait, on a des couches et on court-circuite la couche et on ajoute à la fin. Donc en fait, chaque couche se comporte en partie comme l'identité, donc ce qui nous permet un peu de virtuellement réduire la profondeur du réseau de neurones. Et donc nous, on a regardé donc, sur ces réseaux résiduels. Donc on a montré que même en utilisant ces couches résiduelles, on peut améliorer l'entraînement avec nos algorithmes Langevin par couche. Donc ici, voilà, on améliore, c'est assez subtil, mais on a quand même des améliorations, donc c'est intéressant, surtout pour des algorithmes qui sont randomisés. Voilà. Et maintenant, je vais présenter aussi sur un autre problème d'apprentissage profond. Je vais revenir au calcul, au contrôle et au contrôle stochastique. Donc, on rappelle notre équation. On a une EDS sur le processus YT et un contrôle U de T, et on veut minimiser une certaine fonction qui va dépendre de la trajectoire. Et donc, pour résoudre ce problème en pratique,
Donc on discrétise l'équation par son schéma de l'air. Donc on approxime les intégrales par des sommes. Et donc on l'approxime sur une grille discrète de taille grand N. Et on utilise donc et on considère deux cas différents. Donc le contrôle, on l'écrit comme une fonction, un réseau de neurones qui est de la position actuelle, donc YT, et donc on considère deux cas. Soit on prend un seul réseau de neurones, et on le fait dépendre aussi du temps, donc de façon non homogène, soit on prend un réseau de neurones par pas de temps. Voilà, ici. Donc les deux cas sont utilisés par les praticiens. Et pour calculer, donc pour faire la descente de gradient, on peut faire aussi la descente de gradient dans ce cas-là. Donc on reprend donc voilà, cette équation, donc cette relation de récurrence, et à chaque fois qu'on fait donc qu'on calcule donc la valeur suivante sur la grille, on traque aussi la dépendance en θ, on traque le gradient de façon récursive. Donc on calcule le gradient le long de toute la trajectoire YT. Donc ici je montre donc le schéma donc, de notre problème, où on a donc dans le premier cas un seul réseau de neurones pour le contrôle, et on applique le contrôle à chaque instant dans la grille. Ou encore, on a un réseau de neurones pour chaque instant dans la grille. Et on peut voir que dans les deux cas, si on a une grille assez fine, un nombre de discrétisation grand N assez élevé, alors on a un problème. En fait, on a beaucoup de couches. On peut écrire ça comme un réseau de neurones qui est très profond. Et on peut appliquer nos algorithmes de Langevin et voir si ça améliore l'entraînement. Aussi, dans le second cas, on peut appliquer l'algorithme de Langevin par couche, où on applique Langevin, mais seulement sur les premiers réseaux de neurones et pas à la fin. Et donc pour cela, on a considéré donc on a fait des simulations sur des modèles de contrôle stochastique, donc un modèle de quota de pêche, où on a une biomasse de poissons avec plusieurs espèces, donc les gros poissons mangent les petits poissons, et on impose des quotas de pêche pour chaque espèce de façon à contrôler nos biomasses, qu'elles soient proches d'un état idéal Y rond de T défini par le régulateur, et donc en fait on veut minimiser l'écart à cet état idéal plus certains termes de régularisation, afin de ne pas avoir un contrôle qui change trop brutalement. Voilà. On a aussi considéré des problèmes de hedging, donc de couverture d'options en finance, où on a un marché avec des actifs, et on a un payoff, donc une fonction à temps grand T, à l'horizon grand T, qui dépend des prix des actifs à l'instant grand T, et on veut donc couvrir, hedger ce payoff, donc en fait minimiser la distance, l'erreur entre notre payoff à la fin et donc ce qu'on gagne ou ce qu'on perd en tradant les actifs sur le marché, et plus modulo des termes des coûts de transaction qui représentent comme une force de friction. Donc, ici, je détaille rapidement le modèle qu'on a pris pour les simulations numériques. Donc on a pris un modèle de Heston multidimensionnel. Donc pourquoi multidimensionnel? En fait, on considère 5 modèles de Heston indépendants. On en prend 5 parce qu'on voulait faire un modèle un peu plus compliqué, enfin, pas seulement en dimension 1, où voilà, chaque actif chaque actif va varier donc, proportionnellement à son prix actuel fois une volatilité. Une volatilité qui, elle aussi, varie en temps, suivant un modèle CIR, donc où on a autour d'une valeur donc B, et voilà, qui peut varier donc, aussi suivant un mouvement brownien. Et aussi, donc, on peut trader S, que j'ai noté S1 ici, mais on ne peut pas trader la volatilité directement, mais on peut trader par des options sur la variance. Donc bon, ici, je ne vais pas vraiment détailler.
Donc, on peut se couvrir contre des grosses variations de volatilité. Et donc on essaie de couvrir donc, un payoff d'e-call où c'est la partie positive du prix de l'actif moins la constante, moins une certaine constante à l'instant grand T. Donc, donc maintenant je reviens à la partie Langevin et réseau de neurones. Et on compare donc l'entraînement du réseau de neurones qu'on avait vu ici. Donc voilà où on a une fonction objectif à minimiser. On compare donc Adam et Langevin Adam et on voit qu'on améliore l'entraînement, enfin on fait mieux avec Langevin Adam. Et dans le second cas, donc on a un réseau de neurones, un contrôle, par un réseau de neurones différent par instant dans la grille de discrétisation. On regarde aussi les bénéfices de layer Langevin, donc Langevin par couche. Et on voit qu'on peut encore plus améliorer l'entraînement dans ce cas-là et obtenir des valeurs plus petites de la fonction de coût. Voilà, et donc en conclusion, j'ai présenté des problèmes d'optimisation assez différents dans des contextes variés et ils peuvent être tous plus ou moins résolus par descente de gradient où on utilise un réseau de neurones pour approximer la solution optimale. Et on a prouvé la convergence des algorithmes de Langevin avec bruit multiplicatif qui étaient utilisés par les praticiens mais sans les garanties théoriques. Et on s'est aussi intéressé donc, au cas des minimums dégénérés, donc où la matrice hessienne n'est pas définie positive. Et on a aussi montré l'intérêt d'ajouter du bruit dans des problèmes avec des simulations numériques pratiques où on obtient des meilleurs résultats en randomisant un peu notre algorithme. Donc voilà pour ma présentation et merci beaucoup pour votre attention.